Bonjour, bonjour. Je m'appelle Julien Tanguy, je suis développeur full stack chez Valwin et je viens vous présenter, je viens vous parler d'authentification et d'autorisation décentralisée. Alors d'abord, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces deux termes, donc authentification et autorisation? Ouais, ça va. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est la différence entre les deux n'est pas encore tout à fait claire? Non, c'est bon. Alors, je triche un peu, hein, mais j'ai quand même préparé mon truc. Je vais voir. Mais du coup, pour vous illustrer un peu la différence entre les deux concepts et du coup deux solutions qui viennent derrière ces deux concepts, j'aimerais me parler un peu d'abord de festival. Donc voici une photo qui est prise au Vieille Charrue, qui est un festival auquel je suis bénévole depuis une dizaine d'années maintenant et festivalier depuis à peu près le double. Et en festival, comme en informatique, on a ces deux problèmes d'authentification et d'autorisation. Donc le problème d'authentification, tout d'abord, c'est de répondre à la question « Qui suis-je » alors que le problème d'autorisation, qui est légèrement différent, c'est « Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ?» Et les deux ont des solutions différentes. Donc si je reprends mon contexte festival, pour faire de l'authentification, je vais présenter un papier d'identité. Je vais prouver que je suis Julien Tanguy avec ma carte d'identité, mon passeport. On fait confiance, comment dire, ces objets ont une forme et un aspect que les gens reconnaissent et on fait confiance à l'utilisateur, au porteur de cet élément, que la chose est vraie et on a tout un tas de mesures pour empêcher les contrefaçons. Donc ça, c'est pour l'authentification. Pour l'autorisation, j'ai eu le déclic quand j'ai vu des tas de bracelets en fait, sur les poignets des gens. Parce qu'au final, le bracelet, en festival, c'est un mécanisme d'autorisation. Parce que qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec ce bracelet? De rentrer sur le festival. Qui je suis, c'est pas la question. La seule chose qui est importante, c'est que j'ai le droit de rentrer sur le festival. Et le bracelet le prouve. Donc, pour résoudre les deux contextes en informatique, on va donc parler de JSON Web Token et de Macaron. Donc, Macaroons en anglais. Donc, les deux sont des standards. Alors, des formats standards, pour être précis. Donc les JSON Web Token et les macarons, donc JWT macaron, sont à la fois des formats de données et des formats de sérialisation. Donc comment on va représenter cette donnée en général en chaîne de caractères pour être transmise via une connexion HTTP par exemple. Je ne parlerai pas d'autres standards. Alors si jamais vous avez entendu parler d'OAuth, je ne parlerai pas d'OAuth puisque OAuth en fait est alors, vite fait, OAuth est plus un protocole pour décrire comment on fait de l'authentification et de l'autorisation, alors que là, les JSON Token et Macaron sont juste les formats de données, en fait. Je ne parlerai pas d'OpenID non plus, qui est une surcouche au-dessus de OAuth, et je ne parlerai pas non plus de cookie, qui est un moyen de transport, un moyen de véhiculer une information à travers une requête HTTP. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les cookies, je peux vous recommander la conférence d'Hubert Sablonnière demain en début d'après-midi, où vous saurez tout sur les cookies. Alors, si on revient à nos moutons, à nos JSON Web Token et à nos macarons, donc ils ont une similitude. Hein. Si je les présente en même temps, c'est que les deux sont similaires aussi. Donc, ce sont des tokens. C'est des standards qui formalisent un token. Les tokens ont un contenu, des choses qu'on va mettre dans le token, et les deux ont une signature. Et c'est la signature qui est importante. Donc la signature en fait va permettre d'empêcher, donc comme on revient pour reprendre l'exemple des bracelets ou des cartes d'identité, la signature permet de vérifier que la chose est authentique et qu'on n'a pas essayé de forger un token. Donc ici, pour s'assurer de la sécurité, on va utiliser des fonctions donc de hashMAC, donc des fonctions crypto, pour s'assurer qu'on puisse calculer la signature dans un seul sens en connaissant le secret
et qu'on ne puisse pas inverser la chose. Voilà. Autre note aussi, les deux ont un site en nomdelatechno.io, si jamais vous voulez vous renseigner. Voilà. Mais les similitudes s'arrêtent là. Alors, je vais commencer du coup, je vais me concentrer principalement sur les JSON Web Tokens. Donc les JWT, pour moi, servent à résoudre principalement un problème d'authentification. Avec une structure qui est la suivante. Alors, ça déborde un peu. Ici, donc, on a dans un JWT, on a un header qui en général décrit principalement, enfin décrit la structure décrit les algos et le type de token qu'on utilise. En dessous, donc le payload, qui ici est un objet JSON standard classique avec des clés qui ont des noms standardisés. Donc ici, ces clés, en fait, ces clés valeurs, donc ce couple clé valeur va s'appeler des claims. Et donc en JWT, un JWT va contenir un ensemble de claims. Donc, parmi ces claims, il y a des claims qui ont des noms standardisés, donc des noms qui sont définis dans la spec. Donc principalement, ce sont les claims qui souvent on va les retrouver qui ont trois caractères pour rester court. Donc on va avoir le JTI pour JSON Web Token Identifier, le subject, la date d'expiration. Et ensuite, on peut rajouter nos propres claims, qui ne sont pas standardisés, on peut mettre littéralement ceux qu'on veut. Là, par exemple, j'ai mis le nom, j'ai mis que j'étais speaker, j'aurais pu aussi rajouter que j'étais aussi attendee, et isadmin à false. Voilà, on peut mettre aussi des booléens. Et à la fin, en bas, donc on voit la signature donc, qui va représenter en fait le hash du contenu des claims. Alors, on va passer sur du code un peu, donc on va tenter de faire un peu de live coding. Alors, pour les JSON tokens, donc on part principalement d'un header, donc là je spécifie juste la fonction de hash qui va servir à hasher et à créer la signature. Secret, voilà, j'ai mis le secret des JWT. Ensuite, on va rajouter quelques claims. Alors, JSON claim set. Voilà. JTanguy. Si je prends par exemple, hop. Là, ça va être le JTI du coup. Voilà, je mets un claim. Et ensuite, je vais rajouter une date d'expiration. En fonction des libs, il y en a certaines qui vont gérer les claims standards d'une façon plus ou moins comment dire conforme. Enfin, ils vont avoir certaines libs, donc il y a des libs pour à peu près tous les langages. Il y a des libs qui vont définir des types spécifiques pour par exemple la date d'expiration ou ce genre de choses, ou qui vont utiliser spécifiquement des UID ou juste d'une chaîne de caractères pour les JTI. Voilà, là je choisis une qui permet aussi de faciliter, de rendre extensible en fait les claims en mettant juste une map de string any, donc ça va être par exemple name Julien Tanguy. Voilà, ensuite je peux passer à l'étape donc de création. Alors JSON Web Token. Alors comment c'est celui-là, c'est .create je crois. Ah oui, c'est ça. Alors, on lui passe le header, les claims, hop, et la clé, donc qui va être notre secret. Et là, on a une grosse chaîne de caractères sur la droite. Donc ici, donc le JSON token en fait est sa propre sérialisation. C'est à noter. Donc c'est juste une représentation. Donc en B64 URL, en B64 encode du header .b64 encode du payload .b64 encode de la signature. Ensuite, je vais pouvoir le vérifier. Alors, sur cette lib, je crois qu'il peut se vérifier instantanément. Je ne pense pas. JSON Web Token.validate, voilà. Bon, je lui passe le token, je lui passe mon secret. Et magie,
mon token est valide. Voilà. Donc si je me plante de secret, si je mets par exemple le secret des macarons, par exemple, là, la validation va échouer. Voilà. Ensuite, c'est là où on va avoir une grosse différence entre le JSON Web Token et les macarons. C'est que les JWT ne sont pas extensibles. C'est un token qui est par nature fermé. Donc on a un ensemble de claims, on le signe, et ensuite la signature en fait est c'est comme un saut en fait, et on peut plus aller étendre les choses. Donc si jamais je veux rajouter un claim par exemple, je vais dire que ma conférence par exemple c'est DevOxFR, je vais être obligé de créer un deuxième claim set. Alors je vais mettre les premiers claims en haut. Plus hop, une nouvelle map et je vais mettre conf ici DevOxFR 2018. Donc là je vais mon deuxième claim et du coup si je veux recréer un JSON token avec ce nouveau claim ajouté, je vais être obligé de recréer un nouveau token. Donc JSON Web Token en repassant donc le même header, je le garde celui-là. Les claims, le deuxième claims, et je repasse le secret. Voilà, donc ça me donne un token qui est différent du premier. Alors ça va être un peu difficile à voir, peut-être comme ça. Là on voit que la première signature, ici, la fonction sérialisée, enfin la signature sérialisée se termine par WNS, et ici ça se termine par 0TC. Donc la signature a changé. Et ensuite, je peux également le valider. Et JWT2 secret. Et c'est valide, j'espère. Oui, c'est bon. Donc voilà, donc là, les JSON de token nous permettent, en fait, nous fournissent un mécanisme pour mettre dans un token un ensemble d'assertions, un ensemble d'informations dans les claims, et le véhiculer, et ensuite le vérifier a posteriori. Donc la seule chose qu'on a besoin pour vérifier l'authenticité d'un JWT, c'est le secret. Donc là, on peut avoir un secret partagé et ou un ensemble de secrets avec un système. On peut imaginer un système qui va partager les secrets ou qui va faire que vérifier. Là, je laisse libre à chacun de définir son architecture là-dessus. Si vous voulez en savoir plus sur les JSON tokens, il y a une conférence d'Hubert Sablonnière, encore lui, il y a 2 ans à Devox, qui parle des JWT plus en détail. Alors, si je reviens à ma présentation, donc là on a vu brièvement les JSON tokens. Ensuite, donc, les macarons. Les macarons vont être assez similaires au JSON token. Il va y avoir un certain nombre de métadonnées, ici location, donc ça va être une URL, un identifiant et un secret. Et l'identifiant en fait nous sert juste à retrouver le secret. Donc là, petit avantage par rapport au JWT, on encode directement l'information. Alors on pourra l'encoder aussi dans un claim. Ici, par nature, l'identifiant nous dit dans la spec, si j'ai un identifiant, il me permet d'aller retrouver le secret. Et on va ensuite encoder des choses qui s'appellent des caveats. Alors les caveats, ça ressemble un peu à des claims, dans le sens où c'est en général encodé sous la forme clé quelque chose valeur, où quelque chose est une fonction de comparaison en général. Mes caveats vont me servir à restreindre l'autorité d'un macaron. Donc le concept derrière ça, c'est que dans un macaron qui n'a pas de caveat est un macaron qui a tous les droits. Ensuite, je viens restreindre son autorité à l'aide des caveats. Et à chaque fois que je vais restreindre son autorité, que je vais rajouter un caveat, ma signature va changer. Et le gros avantage des macarons sur les JSON tokens pour ça, c'est que n'importe qui possède un macaron peut rajouter un caveat.
Mais bon, du coup, on va aller voir à quoi ça ressemble. Alors, hop. Si je reprends ici, hop. Donc, je fais la même chose, hein, avec un identifiant, un secret. Alors, ici, ça va être macaron builder. Donc, je lui passe ma location, le secret, je me plante pas, et l'identifiant à la fin. Donc, c'est bon, il va me trouver un macaron. Ensuite, donc, je peux l'inspecter. Donc on revoit les mêmes choses qu'on avait tout à l'heure dans la slide. Donc une location, un identifier. D'ailleurs, je me suis planté sur le secret. C'est d'avoir des chaînes de caractères partout. Non, d'ailleurs, c'était ça. Je me suis... Bref. Alors, le macaron, contrairement à JSON Web Token qui était sa propre sérialisation, il y a une phase supplémentaire de sérialisation qui est globalement également sur du base 64. Serialize. Et qui va nous rassembler une grosse chaîne de caractères. Alors, il y a une nouvelle version de la spec qui est en cours d'évolution qui précise un format JSON pour encoder, pour sérialiser les macarons, avec un format qui va être un peu moins verbeux. En fait, il y a beaucoup d'informations ici qui apparaissent dans la chaîne de caractères, enfin qui font grossir la chaîne de caractères parce que par exemple, on va encoder location identifier. Là où le nouveau format encode juste un L, un I, et on va exploiter plus des choses qui sont de l'ordre des formats binaires pour compacter la chaîne résultante. Donc, de la même manière que je vérifie mes JSON Web Tokens, je peux vérifier mes macarons. Alors, macarons verifier, donc je lui passe en paramètre le macaron. Alors ici c'est du Scala, mais j'utilise une lib Java en fait pour utiliser des macarons. Du coup j'ai un vérifier qui est mutable. Donc ici je mets isValid et je lui passe en paramètre le secret. Et mon macaron est valide. Tant mieux. Maintenant, si je veux rajouter des caveats, donc c'est là où je vais étendre. Alors, new. Non, c'est... Si, c'est quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a un modify, c'est ça. Donc je lui passe en paramètre le macaron. Ensuite, j'add. Alors là, vous avez vu brièvement, quand je mets add de caveat, il y a deux types de caveat. Donc il y a les first party et les third party. Si j'ai le temps, j'aborderai les third party. C'est un peu plus complexe à comprendre. Mais donc pour l'instant, un first party caveat, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc une chaîne de caractères. Macaron. Et je récupère mon macaron. Donc ici, si je veux par exemple inspecter, donc je vais remettre le premier. Et m2.inspect. Donc on a nos deux macarons. Donc on a notre premier ici avec la signature qui va commencer par C659. Et le deuxième, où la signature va commencer par 08C2. Donc ici, en fait, j'ai repris le même macaron. Hein, ici on voit, je n'utilise pas du tout le secret. Et je viens rajouter un caveat. Si je rajoute encore un autre caveat, par exemple, hop. Ici, je vais rajouter mon deuxième caveat, alors qui va être principalement un caveat sur le temps, et ça remodifie encore la signature. Alors si je veux, hop, je vais le commenter pour l'instant. Donc si je veux le vérifier, je vais reprendre je vais construire un verifier en lui passant donc mon macaron toujours. Et ensuite, si je dis donc verifier
isValid en lui passant donc le secret. Là, on me dit false. Il y a une légère différence. Donc, comme je vous disais, n'importe qui peut rajouter des caveats. Donc, ça ne suffit pas juste de vérifier la signature. Il faut en plus que donc on aille ce qu'on appelle décharger chaque caveat. Donc ici, mon macaron, donc comme vous voyez ici, le macaron racine nu sans aucun caveat était valide parce qu'il n'y avait aucun caveat à décharger. Mais ici, j'ai rajouté conf égale devoxfr. Du coup, je me retrouve avec un caveat et à la fin de la vérification, je ne sais toujours pas ce que j'en fais de ce caveat. Donc là, par défaut, on va considérer que le macaron n'est pas valide. Donc si je veux le rendre valide, il faut que j'aille donc modifier mon verifier et je vais rajouter un satisfy exact conf. Et donc là, je peux rajouter en fait tous les verifiers que je veux. Donc, je peux rajouter en fait, si je veux décharger par exemple le caveat ici, et là donc ici on peut voir que le macaron est devenu valide parce qu'on a réussi à décharger ce caveat là. Après rien ne m'empêche de rajouter des choses. Si je fais un satisfy exact par exemple et que je fais name égale Julien Tanguy, mon macaron va être toujours valide parce qu'il faut qu'au minimum tous les caveats qui sont dans le macaron soient déchargés. Et donc on peut construire comme ça notre gros objet verifier qui va nous servir après à vérifier tous les macarons, que ce soit un macaron racine ou un macaron qui a été restreint fortement. Donc ensuite là, si je vais en rajouter un deuxième caveat, donc on se retrouve également en false. On peut passer plus que juste des chaînes de caractères. Hein. Là, ce que fait le satisfy exact, c'est littéralement, je vérifie que est-ce que la chaîne de caractères que je vois dans le caveat est la même. On peut lui passer des fonctions de plus manière générale. Donc ici, la libmacarons, donc qui s'appelle jmacarons, nous fournit également un timestamp caveat verifier, puisqu'on a un caveat sous la forme time inférieur ou supérieur à quelque chose. Et on peut du coup juste dire, on reconnaît que on va traiter d'un timestamp, on parse le timestamp et on vérifie la chose. Et ici, je ne suis pas valide. En effet, parce que si on regarde bien, ici le temps, donc c'est pour aujourd'hui à 13h. Si je mets 18h, ça saute encore un peu, voilà. Donc voilà, donc je peux vérifier tout et n'importe quoi. Des chaînes de caractères à des verifiers qui vont aller inspecter la chaîne, extraire la clé. Donc en général, on va mettre clé quelque chose valeur pour être plus lisible, plus facile à comprendre. On pourra mettre n'importe quoi dedans. Voilà. Donc, pour reprendre notre petite comparaison entre les JSON tokens et les macaroons, donc les JSON tokens sont plutôt orientés pour faire de l'authentification, alors que les macarons sont plus faits pour de l'autorisation. Un JWT va être par nature fermé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a créé, si on veut le modifier, il faut qu'on en recrée un autre. Là où les macarons sont ouverts, donc fermé ouvert dans le même sens que les principes solides, hein, le fermé ouvert de solide. Ici, le macaron, donc n'importe qui peut venir rajouter des caveats. Après, ça peut rendre un macaron invalide si on met n'importe quoi dans un caveat, mais au moins on ne peut pas enlever de choses. Donc, de par la nature de fermée versus ouverte, les claims d'un JSON token vont avoir ce que j'appellerais plutôt un effet additif. C'est-à-dire que je peux gagner des choses, je peux gagner des droits en rajoutant un claim. Si je prends un JSON token normal et que je rajoute isAdmin à true, je vais gagner des droits d'admin. Tandis qu'un macaron, tandis que n'importe qui, et je le répète encore, n'importe qui peut rajouter des caveats.
mais personne ne peut en enlever, sauf à prendre la liste des caveats, enlever le caveat en question et recalculer la chaîne des signatures. Puisque en fait, donc à chaque fois que, comme on avait vu tout à l'heure, à chaque fois qu'on va rajouter un caveat, en fait, on recalcule la signature à partir de la signature existante et du nouveau caveat. Donc, si on a le secret initial qui nous permet de recalculer toute la chaîne, on peut recréer un macaron, mais là, on n'étend plus un macaron, on en recrée un autre. Voilà, donc si vous avez des références, si vous voulez aller en savoir plus, vous avez jwt.io, vous avez macarons.io, il y a des libs pour traiter les deux dans à peu près dans beaucoup de langages. Je ne vais pas aller m'avancer à dire tout, mais on en trouve en général en Java, Go, Node, un peu tout, potentiellement aussi en Python. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur les deux séparément, donc il y a donc la conférence d'Hubert à Devoxx il y a 2 ans et ma conférence que j'ai faite qui s'est plus axée sur les macarons en eux-mêmes que j'ai donnée l'année dernière. Voilà. Donc ici vous avez les deux. Donc le site des macarons c'est un peu plus vieux que celui des JWT, mais les deux permettent d'en savoir un peu plus. Voilà. Alors, je vois qu'on a un peu de temps pour des questions, du coup. Voilà. Alors, potentiellement, là, il y a une question, il y a un micro qui va circuler. Sinon, vous pouvez venir me voir après pour reposer la question. Oui. Ah. Des soucis de micro, non? Allô, allô. Ouais. Ah, c'est bon. Donc, j'ai pas bien compris dans votre explication comment était signé le macaron. Il y a un premier morceau du macaron qui est signé avec la signature d'un serveur, je suppose. Et ensuite, qui ajoute... Enfin, comment la modification du macaron est re-signée? Par quel secret? Alors, du coup, donc, pour signer un macaron, comme pour signer un JSON token, on va utiliser une fonction hashMac. Donc ici, en macaron, elle est forcée à un hashMac 256. Donc on va prendre en secret, donc le secret initial pour générer le macaron, et en contenu, donc l'identifiant. Ça va nous donner la première signature. Donc si je reprends l'exemple de code, ici, la signature, en fait, si je voulais recréer, donc je signerais l'identifier avec le secret, et j'aurai ma première signature. Ensuite, si je veux rajouter un caveat, je prends le contenu du caveat comme étant mon nouvel objet. Alors, je ne sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre, mais je vais réutiliser en fait la signature précédente comme secret pour appeler la nouvelle fonction de hashMac. En fait, alors la signature est peut-être pas secrète en elle-même, mais à partir du moment où je modifie, où je rajoute un caveat, la signature précédente, je ne peux pas la retrouver. C'est le concept du coup de la fonction hashMac. Donc l'idée c'est du coup, je ne peux pas remonter à la signature précédente, même si je connais la nouvelle sortie, je connais ma nouvelle signature, je connais ce qui a été signé, donc le caveat, mais de par la nature de la fonction crypto, de la fonction hashMac, je ne peux pas remonter à la signature d'avant. Donc si j'intercepte un macaron, je ne pourrai pas enlever de caveat. Alors, non, ce que je disais juste, ce que je comprends pas bien, c'est comment on garantit que la personne, l'entité, celui qui a ajouté des contraintes, des caveats sur un macaron existant, comment est-ce qu'on valide qu'il avait le droit de rajouter des contraintes, quoi, puisqu'il ne connaît pas le secret? On ne le fait pas. C'est quelque chose qui n'est pas fait par les macarons. N'importe qui peut rajouter un caveat. Donc il faut... Alors, on pourra en reparler un peu plus tard. On a des caveats third party
qui nous permettent de valider des choses qui sont à décharger avec un autre. Mais au pire, ce qu'on peut faire, c'est rendre un macaron inutilisable. Mais voilà. Donc merci à vous en tout cas. Hop.